Jacques Pitlou, vous êtes ambassadeur suisse auprès de l'OTAN et vous êtes là ce matin pour recevoir un docteur honoris causa de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Fribourg. Donc tout d'abord, toutes mes félicitations Merci. pour ce prix honorifique. J'aimerais qu'on commence par l'histoire qui vous amène ici ce matin, qui est celle un peu presque rocambolesque de cette incunable volée au couvent des Cordeliers. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors c'est une histoire vraiment rocambolesque puisque au fond dans les années 50, dans la bibliothèque des franciscains, il y a un certain nombre de manuscrits et d'incunables qui sont d'une valeur absolument extraordinaire, et un antiquaire malhonnête se fait passer pour un envoyé du Vatican, demande à pouvoir étudier les documents et puis en emporte tous les soirs après chaque journée de travail et va ensuite les vendre et on en perd la trace. Et l'Université de Fribourg va s'apercevoir bien plus tard qu'au moment où elle reprend la bibliothèque des franciscains que ces documents ont été volés. Et c'est à ce moment-là que commence l'enquête pour les retrouver. Et moi j'interviens au moment où je suis ambassadeur de Suisse aux États-Unis pour aller retrouver les institutions américaines où ces documents ont été disons, entreposés pour les récupérer. Donc au fond, moi, mon rôle, c'est un rôle tout à la fin, toute l'enquête a été faite auparavant, toute la recherche a été faite auparavant, mais il s'agit ensuite, et là on est en 2021-22, de convaincre les institutions américaines qui détiennent ces documents, de les rendre à l'Université de Fribourg. Donc c'est une très très belle histoire, et puis ça a aussi été une très belle histoire de coopération avec la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, avec l'Université de Princeton, avec des institutions américaines qui ont vraiment joué le jeu et qui, une fois la provenance des documents établie et certifiée, n'ont fait aucune difficulté pour les rendre. C'était très très émouvant. Je n'oublierai jamais le moment où deux professeurs d'histoire médiévale sont arrivés avec une valise, on aurait dit la valise nucléaire du président des États-Unis. Ils ont ouvert cette valise et à l'intérieur, il y avait le Narrenschiff qui avait disparu pendant plus de 50 ans. Et puis on voit ce document extraordinaire avec les enluminures. J'en avais les larmes aux yeux, je dois vous dire. Ah, ça doit être Ouais. effectivement assez magnifique. C'était très émouvant. Et participer à un tel moment et avoir contribué à la chaîne qui amène le retour Alors à Fribourg. être au bout de la chaîne et puis en fait récolter les lauriers du travail que d'autres ont effectué. Je pense que vous êtes probablement un peu trop modeste. Vous avez tenu hier soir une conférence sur un tout autre sujet, oui. En l'occurrence, elle était intitulée « Servir la Suisse dans un monde en perte de repères ». Donc, oui. je pense que tout le monde ne peut qu'adhérer à la dernière partie de votre titre. La question que je me posais, c'est face aux turbulences actuelles, est-ce que le rôle de l'ambassadrice ou de l'ambassadeur a changé ? Alors, le rôle de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice a changé parce que le monde est redevenu un monde extrêmement brutal, un monde bismarckien dans lequel la politique de puissance, la politique de la force l'emporte sur le droit et sur les règles internationales. Et en particulier, lorsqu'on est le représentant, la représentante d'un pays comme la Suisse, dont l'ADN est précisément de défendre des règles internationales, de défendre le respect d'un certain nombre de valeurs, c'est à ce moment-là qu'un ambassadeur doit à la fois conseiller sa capitale pour quand même tenir compte du fait que dans un monde brutal, on ne peut pas seulement faire du prêchi-prêcha sur les valeurs, parce que ça va nous mener nulle part, comme on l'a vu d'ailleurs tout récemment dans la controverse autour des droits de douane aux États-Unis. Il faut parfois aussi pouvoir agir de façon cynique, mais en même temps sans vendre son âme et sans vendre ses valeurs. Et c'est ce difficile équilibre, je crois, qui rend la chose très intéressante. Ce printemps, vous avez accordé une interview au Temps et vous avez eu une expression qui m'a interpellée. Vous avez dit que la Suisse est longtemps demeurée dans une blissful ignorance, oui. Une ignorance béate. Est-ce que vous pensez, avec ce que vous venez de dire, que la belle au bois dormant est gentiment en train de se réveiller ? Alors, on dit de la Suisse qu'elle se lève tôt mais qu'elle se réveille tard. Ça n'est pas entièrement faux. Je pense que la Suisse commence très lentement à prendre la mesure des bouleversements qui nous attendent. Aujourd'hui, il y a une série de mouvements tectoniques sur la planète, dans le monde géopolitique, qui vont rendre le 21e siècle extrêmement dangereux. Et dans ce monde extrêmement dangereux, la Suisse va devoir, une fois de plus,
négocier, slalomer, trouver une solution pour garantir à ses habitants le maximum de sécurité, mais aussi de bien-être. Je dirais qu'elle n'est pas encore tout à fait réveillée, elle est en train de se tourner dans le lit. Et comment est-ce qu'elle est perçue, puisque vous êtes ambassadeur et que vous voyez un peu les regards extérieurs qui sont portés sur notre pays, comment est-ce qu'elle est perçue, la Suisse ? Il y a toujours eu dans la perception de la Suisse par les interlocuteurs étrangers un mélange d'admiration pour ce que nous sommes parvenus à réaliser. La Suisse est un petit pays en termes démographiques, mais c'est une puissance moyenne en matière économique et c'est une superpuissance en matière de sciences. Donc il y a cette admiration pour la Suisse, toujours teintée aussi d'un certain aspect à la fois de jalousie, qui est compréhensible, hein, la jalousie est un sentiment très très humain, et aussi de critique, parce que la Suisse est perçue comme un pays qui tire toujours son épingle du jeu, qui se fait protéger par les autres, par l'OTAN, qui profite du marché européen mais sans rentrer dans l'Union européenne. Enfin, une Suisse qui joue sa carte, ce qui, au demeurant, en tant que représentant de la Suisse, c'est à vous dire que mon rôle, c'est de défendre les intérêts de la Suisse, pas les intérêts des autres. Et donc il y a peut-être une certaine vérité dans cette image, mais je pense que la politique que nous poursuivons est une politique intelligente. Il faut savoir doser toujours une solidarité qui est nécessaire, et puis une défense quand même prioritaire des intérêts de nos propres citoyens. C'est un équilibre difficile. Donc la Suisse est perçue, la question se pose de la même façon avec la neutralité. La perception de la neutralité à l'extérieur varie de façon absolument spectaculaire. J'ai vécu des moments et des périodes où tout le monde était en admiration devant la Suisse en disant « si tout le monde était comme les Suisses, il n'y aurait pas de guerre, c'est merveilleux, ce sont des gens qui n'attaquent personne et qui s'occupent de leurs propres affaires, c'est très bien », jusqu'à des phases de critique acerbes où on nous dit « la Suisse est l'éternelle profiteuse ». Elle se fait toujours protéger par les autres, c'est bien pratique. Elle évite à la fois les coûts financiers et les coûts humains. Donc, il y a toujours eu ces vagues et ça va continuer. Et est-ce que vous pensez que notre rôle, le rôle de la Suisse, est de rester un peu entre ces deux eaux, on va dire, ou est-ce qu'on devrait prendre plus position ? Comment voyez-vous notre rôle dans les années à venir? Alors ma vision personnelle, qui au fond est assez peu importante, mais c'est la vision du Conseil fédéral qui compte avant tout, c'est que la Suisse doit rester un cas particulier qui continue à appliquer un certain nombre de valeurs qui sont les siennes, et puis une tradition qui est la sienne, mais rester neutre ne veut pas dire une neutralité de valeurs. C'est-à-dire que il y a une définition juridique de ce que la neutralité devrait être, et elle est claire, mais elle est très limitée au fond. C'est ne pas participer aux conflits d'autres pays, ne pas les alimenter en armement, ne pas participer militairement. Mais pour le reste, pour tout ce qui est de la question d'une certaine position morale, la Suisse n'a pas à être neutre du point de vue moral. S'il y a un génocide quelque part dans le monde, s'il y a une agression caractérisée en violation de la charte de l'ONU, la Suisse n'a pas, au nom de la neutralité, à se taire. Elle doit le dire et elle doit faire tout ce qu'elle peut, ce qui a été le cas lorsque nous avons adopté les sanctions à l'encontre de la Russie. La Suisse doit faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir contribuer à résoudre des problèmes. Donc c'est un équilibre là aussi qui est difficile. Mais il ne faut pas interpréter la tradition suisse et la tradition de la neutralité avec une indifférence morale. L'indifférence morale, ce n'est pas nous. La Suisse est basée sur des valeurs. Vous évoquez aussi régulièrement dans vos conférences la notion de guerre hybride. Oui. Et vous dites que nous sommes plongés en plein dans cette guerre, mais que nous ne nous en apercevons pas. Comment comprendre quelque chose qu'on ne voit pas? La spécificité de la guerre hybride, c'est précisément de jouer sur ce déni. Puisque au fond, d'abord, les attaques vont toujours être difficiles à attribuer, puisque très souvent elles passent par des intermédiaires, et d'autre part parce qu'elles donnent une excuse à notre propre lâcheté, de ne pas vouloir reconnaître que nous sommes l'objet d'agression. Lorsque vous avez des attaques de plus en plus violentes dans le domaine cyber, dans le domaine de la cybernétique, vous ne les voyez pas.
Et puis la plupart du temps, elles sont interceptées. Puis quand elles ne sont pas interceptées, elles font du dégât, mais on va régler la question. Lorsque des drones volent au-dessus des aéroports et interrompent le trafic aérien, c'est difficilement attribuable, parce que la plupart du temps, les opérateurs de drones ne viennent pas du pays qui les a mandatés. Donc vous allez là aussi pouvoir dire qu'au fond, non, c'est pas sûr, c'était pas vraiment ce qu'on pensait. Et le but est de semer une insécurité, de semer la peur, de semer aussi le doute face à notre propre capacité à nous défendre, tout en ne franchissant pas le pas ultime, qui est le pas ultime des hostilités ouvertes de type militaire, etc., etc. En Suisse, jusqu'à maintenant, ces opérations hybrides ont été avant tout dans le domaine cybernétique, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu quelques autres exemples. D'autres régions, comme prenons un exemple, la Suède a fait l'objet d'attaques qui ont été de tentatives d'assassinat, en passant par le sabotage physique d'installations de communication, en passant évidemment par les attaques cybernétiques, etc. etc. Donc tout cela, c'est une guerre sournoise, et elle est avant tout sournoise parce qu'elle nous permet de l'ignorer en disant non, c'est pas vrai, ça n'est pas en train d'arriver. Quand une bombe explose, elle explose. Vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas arrivée. Mais là, on peut toujours se cacher derrière en fait, c'est pas si grave. Et vous plaidez pour la nécessité de mettre sur pied une division de guerriers de l'information. Oui. Mais finalement, qu'est-ce qu'on attend ? Alors j'ai utilisé cette expression qui était peut-être un peu forte lors d'une conférence à Lausanne. Et puis l'expression guerrier de l'information, c'est vrai que c'est très martial. Ce qu'il faut, c'est remettre l'information, la vraie, celle qui est développée, analysée et diffusée par des professionnels, et les professionnels, c'est les journalistes. Il faut remettre cette information au centre. Comment est-ce qu'on peut résister à des opérations de désinformation ? C'est en réhabituant les gens à écouter les professionnels. On peut aimer ou ne pas aimer la profession de journaliste, on peut considérer qu'ils ne correspondent pas toujours, qu'il y a peut-être certaines tendances politiques qui sont plus représentées que d'autres, etc., etc. Mais un professionnel reste un professionnel. Et en fait, de plus en plus, nous sommes confrontés à un monde dans lequel l'information est diffusée à toute vitesse par des gens parfaitement incompétents sur les médias sociaux, où la désinformation peut se répandre comme une traînée de poudre, parce qu'on a enlevé ce filtre qui était le filtre du journaliste qui reçoit une information, en analyse la source et sa crédibilité, analyse la crédibilité de l'information elle-même, la replace dans son contexte et ensuite la publie. Ça a pratiquement disparu. En tout cas, pour les 40 à 50% de la population européenne qui aujourd'hui retire la majorité de leur information des médias sociaux. Où n'importe quel crétin patenté peut passer de spécialiste de la vaccination il y a 6 mois à spécialiste de la géopolitique aujourd'hui et peut-être à spécialiste des questions religieuses dans 6 mois. Maintenant, il faut remettre le traitement de l'information au centre. Et pour ça, il faut des professionnels et il faut que nous préparions à faire face, comme le font par exemple les pays baltes, qui le font très bien, à identifier les grandes opérations de désinformation qui sont destinées à nous affaiblir pour les intercepter assez tôt et immédiatement, en quelque sorte, en anglais on dirait debunk, c'est-à-dire les démythifier. Voilà. Alors, ce n'est pas une interview très joyeuse qu'on est en train de mener en ce moment, mais c'est quand même jour de fête et j'aimerais bien revenir sur une note plus colorée, terminer sur une note plus colorée avec votre passion pour les oiseaux que vous aimez photographier, que vous aimez observer. Est-ce que votre poste à Bruxelles vous permet encore de pratiquer cette passion ? Alors, il me permet de pratiquer cette passion. Évidemment, la Belgique étant un pays continental européen, les oiseaux que j'y photographie sont moins exotiques que ceux que j'ai eu l'occasion de photographier au Kenya ou aux États-Unis. Il y a beaucoup d'oiseaux que je connais de la Suisse, mais il y a toujours l'un ou l'autre oiseau qui est plus difficile à photographier en Suisse, que je vais voir en Belgique, il est plus facile. Ou respectivement, ce que la Belgique a et que nous n'avons pas, c'est la côte. Et donc, il y a tous les oiseaux pélagiques qui sont très intéressants. Simplement, je n'ai encore pas eu le temps d'aller sur la côte. Donc, pour l'instant, j'ai fait les forêts autour de Bruxelles, mais la Belgique est un pays magnifique, avec une nature qu'on ignore, mais qui est très belle, des forêts magnifiques. Et Bruxelles est une ville qui est construite dans une forêt, la forêt de Soignes, et c'est une forêt superbe, une forêt absolument superbe,
ces forêts sombres avec des chênes, toutes sortes d'essences qui sont moins communes ici. C'est très beau. Merci Jacques Pittelou pour ce moment que vous nous avez accordé. On va vous laisser regagner la cérémonie et puis on vous souhaite le meilleur pour cette journée et pour la suite. Merci.